Un seul chapitre, c'est parfois tout ce qu'il faut à un auteur, comme Victor Hugo, pour démolir tout un système. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le dernier jour d'un condamné pour voir comment une simple description de Kécho peut devenir une arme de critique sociale absolument redoutable. Et ça commence comme ça, sans détour. Hugo nous jette directement dans la réalité du condamné. Pas d'introduction, pas de chichi, juste cette phrase, brute, qui claque comme une porte de cellule et qui va donner le ton pour tout le chapitre. 8 pieds carrés. Essayez d'imaginer. Ça fait à peine plus d'1 mètre carré. Avant même de nous parler des murs ou du plafond, Hugo nous enferme avec ce chiffre. On ressent tout de suite l'étouffement, l'oppression. C'est en fait la première étape de la déshumanisation. On commence par priver un être humain de son espace vital. Alors, entrons, si on peut dire, dans cette boîte de pierre. Hugo va nous guider, et chaque détail qu'il choisit est là pour nous faire sentir exactement ce que le condamné ressent. Tout est pierre. Les murs, le sol. C'est un monde minéral, froid, complètement inflexible. Et remarquez bien, même la saleté a une charge poétique terrible. Les toiles d'araignée ne sont pas juste des toiles, ce sont des haillons. Des haillons. Ce seul mot, il évoque la pauvreté, la déchéance. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Et là, c'est le coup de grâce, l'isolement total. Pas de lumière, pas d'air, pas le moindre contact avec le monde extérieur. Ce n'est plus une cellule, c'est un tombeau pour quelqu'un qui est encore vivant. Cette privation sensorielle, c'est une forme de torture, une façon de tuer l'homme avant même de l'exécuter. Bon, un petit point de vocabulaire important pour la suite, une alcôve. Normalement, ce mot, il évoque quoi? Le confort, l'intimité, un lit douillet. C'est un mot positif. Et c'est précisément pour ça que Hugo le choisit, pour mieux le retourner contre le système. Et voilà, le piège se referme. Ce n'est pas une alcôve, c'est sa dérision. Une parodie cruelle. Hugo utilise un mot qui évoque le confort pour décrire un lieu de misère absolue. Ce décalage, ce choc violent entre le mot et la réalité, eh bien c'est ça la puissance de l'ironie. Et cette ironie, bien sûr, elle n'est pas là par hasard. C'est une arme. Alors analysons un peu plus comment Hugo s'en sert pour nous forcer à lire entre les lignes de sa description. Ce tableau résume parfaitement la stratégie de Hugo. D'un côté, il y a la supposition, ce que la société prétend offrir. Et de l'autre, la réalité, sordide. Cette phrase « on suppose qu'il y a de l'air et du jour », elle est d'une ironie mordante. Le « on », c'est la société, qui préfère supposer, imaginer, plutôt que de regarder la vérité en face. L'ironie est donc vraiment l'outil principal de Victor Hugo dans ce chapitre. En faisant semblant de décrire objectivement, il accuse. Plutôt que de dire frontalement « le système est cruel », il nous le fait voir, il nous le fait sentir. Et la conclusion s'impose à nous. C'est ça le génie de l'écrivain engagé. Parce qu'il ne faut pas se tromper, l'objectif de Hugo, ça dépasse la description d'un seul cachot. Ce cachot, c'est le symptôme d'un mal bien plus grand. Un système carcéral qui est organisé pour broyer l'individu. Le cachot n'est que la première étape. Le système est pensé en couches successives. D'abord, l'isolement dans la pierre, puis la porte en fer. Derrière, les yeux du garde, qui ne lâchent jamais le prisonnier. Et enfin, le corridor, qui rappelle qu'on n'est qu'un numéro parmi d'autres dans des boîtes identiques. C'est une véritable machine à déshumaniser. Et le pire, c'est qu'il y a une hiérarchie dans cette horreur. On apprend que les 3 premiers cachots sont réservés aux condamnés à mort. Et pourquoi? Pour la commodité du geôlier. L'ironie est glaçante. Le confort de celui qui va vous mener à la mort passe avant la dignité du prisonnier. Mais Hugo va encore plus loin. Ce cachot n'est pas juste un lieu, c'est un héritage. Il va nous montrer que l'injustice a une longue, très longue histoire, écrite dans ces mêmes pierres. Alors là, attention, ce n'est pas un petit détail historique anodin, c'est une bombe. Hugo relie la prison de son condamné à l'homme qui a fait brûler Jeanne d'Arc. Le message est d'une clarté limpide. Du XVe au XIXe siècle, les murs sont les mêmes et la cruauté de l'État aussi. Seule la forme de la barbarie a changé. Et voici le coup de grâce de la déshumanisation. Le condamné n'est plus un homme, il devient un objet de curiosité morbide, un animal en cage qu'on vient voir en payant. La souffrance humaine est transformée en divertissement. La critique de la société ne pourrait pas être plus virulente. Voilà donc la question que ce chapitre nous pose. Et la réponse de Hugo est claire. La littérature n'est pas qu'un art, c'est un combat. Avec pour seules armes les mots, l'ironie, la précision chirurgicale de sa description, il ne se contente pas de nous montrer un cachot. Il le démolit sous nos yeux et nous force à regarder une injustice que la société préfère ignorer. C'est ça le véritable pouvoir des